Bonjour à tous. Donc avec Nicolas qui est donc le porteur de la filière tête-cou, on a le plaisir aujourd'hui de faire une réunion autour de la recherche et autour de la génétique, qui est un sujet au cœur de nos responsabilités en termes de diagnostic, de compréhension des mécanismes. Et donc on vous remercie tous de la fidélité que vous avez à nos webinaires. Et pour ne pas plus tarder, Nicolas peut-être peut ajouter un mot de bienvenue. Bonjour Nicolas Le Boulanger. Je prends la parole juste un instant pour vous remercier tous d'être là, en fait. Merci beaucoup à nos orateurs d'avoir répondu présent. Merci à l'équipe de la filière d'avoir tout organisé, à Bénédicte de modérer cette session, à Ariane, bien sûr, de gérer la recherche. Et en fait, on est vraiment ravis du succès croissant. Alors, certes, c'est que la troisième édition, mais on a beaucoup d'inscrits aujourd'hui et beaucoup de replays et de vidéos qui sont regardées secondairement. Donc, merci encore à tout le monde. Voilà. Donc, moi, Bénédicte Demers, je suis médecin de génétique au CHU d'Amiens, membre des centres de compétences Praton et MAFAS, ainsi que référente diagnostic de la filière tête-cou. Nous sommes donc ensemble pour 1 heure et nous consacrerons un temps dédié de l'ordre de 10 minutes en fin de ce webinaire aux questions. Nous avons la chance d'accueillir 3 intervenants que je vais laisser très brièvement se présenter et de nous préciser aussi leurs liens avec la thématique de ce webinaire que nous avons intitulé La génétique, à quoi ça sert? Point d'interrogation. David? Oui, bonjour, merci beaucoup Bénédicte et merci à la filière de nous laisser un moment de discussion autour de la génétique. Donc, je suis professeur David Geneviève, je suis médecin généticien clinicien. Donc, je vois des personnes qui sont malades. Je suis responsable d'un centre de référence anomalie développement syndrome malformatif à Montpellier, et également d'une plateforme d'expertise maladie rare et d'un dispositif de santé en dehors de l'hôpital pour essayer de lutter contre l'errance diagnostique et contre les errances de prise en charge pour toutes les maladies rares en Occitanie. Et on va dire, un de mes champs de recherche, ce sont les pathologies crânio-faciales, plus ou moins associées à des troubles du neurodéveloppement. Agnès? Professeur Agnès Boc-Dupont? Oui, bonjour. Je suis chirurgien dentiste, clinicien, spécialiste en biologie orale, médecine bucco-dentaire. Je coordonne le centre de référence des maladies rares orales et dentaires et le réseau Horares Associés. Et je m'intéresse depuis longtemps à la génétique puisque j'ai eu l'opportunité de développer d'abord en recherche et ensuite transposer dans le cadre du soin un panel visant à préciser le diagnostic génétique des maladies rares orales et dentaires. Merci Agnès. Stanislas? Merci Bénédicte. Je m'appelle Stanislas Lyonnais, je suis généticien clinicien. J'ai un parcours très similaire à celui de mon collègue David Geneviève. Je suis universitaire à Université Paris-Cité et la clinique que je la fais à Necker Enfants Malades, dans le centre de référence Anomalie de développement, qui est très lié sur le site Necker à un réseau de centres où sont représentés MAFAS, Spraton et aussi les séquences de Pierre Robin. Et en recherche, j'ai surtout beaucoup travaillé sur les contributions des tissus dérivés des crêtes neurales à la constitution crânio-faciale. Voilà, puis jusqu'il y a quelques jours, je dirigeais l'Institut Imagine, mais après une période heureuse pour moi de 9 ans, il était temps de laisser la main. Encore merci à tous les trois d'être là et de pouvoir animer ce webinaire. Alors, afin de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais me permettre de vous poser la question, c'est pourriez-vous nous expliquer simplement ce qu'est la génétique? Stanislas, si tu veux répondre. Pardon, merci Bénédicte. Oui, l'explication réclamerait peut-être soit moins que 2 minutes, soit beaucoup plus. Au fond, la génétique, c'est la science de l'hérédité, c'est-à-dire des raisons pour lesquelles je mets des guillemets, on se transmet quelque chose. On se ressemble ou on diffère. Et la génétique médicale, c'est la science de l'hérédité appliquée aux caractéristiques morbides de l'individu, c'est-à-dire les maladies, les signes cliniques. Donc dès lors qu'on parle de génétique, on va parler de toutes les façons de regarder les ressemblances ou les différences dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui en termes de malformations crânio-faciales, mais aussi peut-être aussi en termes de caractéristiques normales des traits crânio-faciaux. Voilà
je dirais la définition large. Si on va un petit peu plus loin, la génétique craniofaciale est décomposée en génétique clinique, mes collègues en parleront mieux que moi, c'est-à-dire les médecins qui vont consulter dans ce domaine et qui vont avoir une mission avant tout de diagnostic, de reconnaissance, de rassemblement de patients, de constitution de cohortes par des signes cliniques semblables. D'autres généticiens travaillant avec eux, je crois que la concertation en génétique est absolument essentielle et vous allez comprendre de ce webinaire que la génétique est un sport collectif, ça ne se joue pas tout seul, d'où le fait que la génétique est souvent rassemblée dans des centres hospitalo-universitaires à des endroits comme des départements en quelque sorte, où coexistent les cliniciens dont je vous ai parlé avec des généticiens biologistes qui vont donner au regard clinique un support, parfois une signature par des tests génétiques. Et c'est là où interviennent la question de l'organisation de notre génome, sa lecture, avec le motto que vous allez comprendre de ce séminaire, qui est de dire, il est aujourd'hui très puissamment facile, si je puis dire, et parfois même peu coûteux de faire les tests génétiques, mais en revanche, l'interprétation en est très délicate. Quels sont le rôle de nos séquences non codantes, ce qu'on appelle les exomes. Vous entendez parler d'exomes, c'est la capture de 2% de notre génome, c'est très très peu de séquences, mais toutes les séquences qui codent pour des protéines. Est-ce que tout est résumé là-dedans? Certainement pas. Quelles sont les notions d'hérédité qui vont, comment dirais-je, s'inviter dans le dialogue médical, et quand je dis médical, c'est clinico-biologique, et aussi quelles sont les relations que l'on peut tirer entre les variations de notre génome et les anomalies de tête et cou, c'est-à-dire celles qu'on rencontre dans la filière. Voilà le périmètre très vaste de la génétique. Vraiment, dans les mots-clés, je crois qu'il faut que vous reteniez que c'est un exercice collectif, premièrement. C'est un exercice dynamique, c'est-à-dire qui est extraordinairement en lien avec la recherche et qui va se nourrir de la recherche, mais au jour le jour. C'est un exercice collectif aussi au sens national et international, d'où les réseaux, les filières, les réseaux même européens, les ERN et les collaborations internationales qui sont indispensables dans ce domaine. Parfois, les familles, les associations de familles sont parfois inquiètes de ce que peut être la compétition. La compétition en génétique est ultra favorable à tout le monde parce qu'on ne peut pas jouer tout seul dans son coin. On est, même si on ne le voulait pas, on est contraint de travailler avec les autres. Et c'est un plaisir et on découvre un plaisir. Voilà ce qu'est, je crois, en quelques mots, la génétique dans sa définition un peu fondamentale, un peu académique et dans sa pratique clinique. Un grand merci, Stanislas. Alors, les deux questions suivantes, en fait, vont être regroupées, puisque là, Stanislas a permis quand même de définir ce que c'était que la génétique et un peu ce qu'on cherchait dans un examen de génétique. Mais donc, je vais me laisser parler à Agnès et David en essayant de revenir sur, outre son utilité en recherche, la génétique est particulièrement utile en diagnostic, en vue notamment d'optimiser la prise en charge des patients. Donc, qui peut en bénéficier de cette génétique et à quel moment peut-on en bénéficier? Alors, je vous laisse tous les deux un petit peu aborder le public cible, mais également qu'est-ce que la médecine personnalisée. Alors, l'idée de qui peut bénéficier d'un examen génétique, j'aurais tendance à dire, enfin, la loi, elle a donné deux critères un peu différents. Le premier, c'est une personne qui est malade, donc une personne qui présente une maladie peut bénéficier d'un examen génétique et cet examen peut être prescrit par n'importe quel médecin. Vraiment, on n'a pas besoin d'être généticien pour pouvoir prescrire un examen génétique. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'en regardant toutes les lettres de notre bibliothèque génétique, il y en aurait une qui serait différente et qui pourrait expliquer la différence chez la personne? Et la difficulté pour nous, c'est de dire, est-ce que cette différence, est-ce qu'elle est purement familiale, donc elle n'explique pas la maladie, ou est-ce qu'elle est responsable de la maladie? Donc globalement, n'importe quel médecin peut prescrire un examen génétique chez une personne qui est malade. Par contre, chez une personne qui n'est pas malade, un parent par exemple, là, on doit passer dans des structures un peu particulières et on doit avoir un médecin généticien pour pouvoir prendre en charge cette personne. Donc, globalement, on peut proposer les examens génétiques chez les personnes qui sont malades et le but, c'est d'essayer de stratifier, comprendre pourquoi la personne est malade, avoir un diagnostic de précision
Et si on n'a rien trouvé avec ce premier examen, on peut éventuellement l'ouvrir dans le cadre de la recherche. Alors, je ne sais pas si tu veux rebondir, Agnès, sur cette question-là. Mm. Alors, dans le cadre des maladies rares orales et dentaires, je dirais que ces signes cliniques, ces symptômes sont une porte d'entrée dans le cadre du diagnostic des maladies rares. Et le test génétique que l'on peut faire va soit confirmer le caractère totalement isolé des anomalies dentaires qui ont été rencontrées chez les personnes concernées, hein, anomalie du nombre de dents, de la forme, anomalie de la structure de l'émail, trouble de l'éruption. Donc, soit totalement isolé, soit au contraire associé à d'autres symptômes qu'on recherchera même peut-être a posteriori pour ouvrir le diagnostic vers une maladie large, plus globale, qui va demander une prise en charge, là aussi, non seulement des signes de la cavité buccale, mais des autres signes associés. Donc ça, c'est dans le cadre du soin, mais je suis d'accord, hein, soins et recherche sont toujours très étroitement liés. Et si on s'intéresse aux anomalies de nombre et de dents manquantes, par exemple, il y a en ce moment un traitement qui est proposé pour une maladie tout à fait particulière, qui est la dysplasie ectodermique hypohydrotique liée à l'X, où il y a beaucoup de dents manquantes en association avec d'autres signes de tous les dérivés ectodermiques. Et là, le fait d'avoir identifié en amont, par un test génétique diagnostique, en particulier les mamans ou les futures mamans qui présentent quelques signes cliniques, quelques dents manquantes, et qui pourraient bénéficier, dans le cadre de ce protocole de recherche, de ce traitement de remplacement de l'ectodysplasie manquante, me paraît très important et très intéressant. Donc, le fait d'avoir ce pré-diagnostic permet d'orienter les personnes vers la recherche aussi et les essais cliniques en cours. Alors, comme vous l'avez noté tous les deux, c'est vrai que la génétique, dans le cadre du soin, s'intègre dans un parcours un peu plus global. Mais alors, dans ce cas, il y a beaucoup d'a priori, en fait, voire des réticences ou des craintes à rencontrer un généticien. Alors, comment se déroule, en fait, dans la vie réelle, une consultation de génétique, David? Est-ce que tu peux nous éclairer? Alors, oui, bien sûr, merci beaucoup pour cette question qui est importante. Souvent, on va avoir un peu peur ou quand un médecin dit qu'il faut aller voir un généticien, on va se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Une consultation avec un médecin, un généticien, c'est une consultation avec un médecin comme n'importe quel autre médecin. Donc, vous allez rencontrer une personne qui va vous accueillir, qui va vous poser des questions sur la famille, qui va vous poser des questions sur les symptômes cliniques de la personne, puis qui va faire un examen clinique, comme vous pourriez avoir un examen clinique si vous avez de la fièvre, par exemple. Au décours de toutes ces questions et de l'examen clinique, le médecin généticien va vous proposer une prise de sang pour faire cet examen génétique. Et en général, il va vous expliquer au cours de cette consultation à quoi sert cet examen génétique, où est-ce que vont les tubes de sang, qu'est-ce qui va se passer avec les données issues de cet examen génétique et les délais pour avoir les résultats de cet examen. Donc finalement, c'est comme si vous alliez voir un médecin parce que vous avez une tension artérielle qui est élevée, qui vous propose une prise de sang pour essayer de comprendre pourquoi vous avez votre hypertension artérielle et que vous reverrez par la suite pour vous rendre le résultat de ces examens. La petite différence, c'est qu'on a des temporalités très longues entre le moment où on fait la consultation et le moment où on va rendre les résultats de l'examen génétique. Il peut se passer de nombreux mois. Donc ça, c'est là un peu la difficulté. Merci. Mais donc, alors, une fois qu'on a fait cette consultation, on va attendre les résultats et ça va générer quand même une attente importante de la part des patients. Donc, quels peuvent être les impacts de ce test, si tu veux bien répondre, Stanislas? Merci Bénédicte. Alors là, ce que mes collègues viennent de dire et la notion d'hérédité donne un caractère un peu particulier, un peu singulier à un diagnostic fait par la génétique. Puisque de facto, il est doué d'une part, premièrement, d'une certaine puissance. Il y a quelque chose qui est écrit dans le génome et qui va donc donner une signature, mais par rapport à d'autres tests biologiques ou radiologiques ou cliniques, cette signature est écrite en quelque sorte. Et il y a donc une valeur qui n'est pas uniquement fantasmatique, mais qui est une valeur très
très intime au résultat d'un test génétique. La deuxième particularité de cette pratique, c'est que notre génome étant, pardonnez-moi du truisme, mais étant hérité moitié de notre père, moitié de notre mère, et pour nous tous, le fait même de découvrir quelque chose chez quelqu'un renvoie à l'hérédité. Est-ce que cette variation existait ou pas chez l'un des deux parents? Est-elle ou pas transmise aux enfants de cette personne? Donc vous voyez que ça fait appel à une dimension qui n'est pas habituelle dans la pratique médicale, qui est de convoquer des personnes qui ne sont pas forcément ceux qui sont atteints et qui viennent consulter les parents d'un enfant avec une malformation dentaire ou crânio-faciale ou la personne elle-même. Voilà déjà un contexte un petit peu spécial. Le deuxième élément qui a été abordé déjà par David Geneviève, c'est le fait que ces tests s'inscrivent dans une durée qui est souvent mal comprise, c'est-à-dire mal expliquée par nous autres généticiens. Cette durée des tests, qui est quelque chose contre lequel le système de santé, en particulier en France, se bat de manière très active, il faut le savoir, et qui a obtenu des résultats importants, est en fait essentiellement liée aux difficultés d'interprétation. Nous l'avons abordé tout à l'heure, le génome aurait beau, dans sa séquence complète, coûter 500, 450, 400 ou 350 euros, je dis bien 350 euros, c'est le prix actuel, l'interprétation de cette séquence, elle, ça coûte des dizaines de milliers d'euros puisque ça mobilise des compétences incroyables que l'on retrouve dans ce que vous entendez parfois appeler des réunions pluridisciplinaires de concertation, des RCP, on peut dire aussi des staffs, où vont se retrouver les cliniciens prescripteurs, les spécialistes de l'appareil atteint, en l'occurrence parfois des chirurgiens, odontologues, stomato, etc., radiologues, les biologistes qui ont rendu le résultat ou vont le rendre, des bioinformaticiens qui prennent une part maintenant très importante à l'interprétation, une part majeure, et puis des nouveaux métiers, les conseillers en génétique, les assistants de parcours génomique, tout ce petit monde étant tourné vers un objectif. Numéro un, rendre un résultat fiable, c'est le numéro un, parce que partir à faux en génétique, c'est une catastrophe. On fait des faux diagnostics, on va donc se tromper et vous tromper en matière de conseil génétique. Donc c'est quand même la garantie numéro un, et c'est vraiment la mission actuelle la plus importante qu'on appelle le classement. On dit parfois l'annotation des variations du génome, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut dire en disant que ce variant joue un rôle ou pas dans une malformation crânio-faciale ou dentaire, numéro un. Deuxièmement, de le faire de manière humaine, clinique, c'est-à-dire que la prescription soit saisie en consultation avec vous autres patients et rendue en consultation. Donc on a une maîtrise humaine de la prescription et une maîtrise humaine de l'interprétation et du rendu. Et puis aussi, troisièmement, qu'on sache vous dire les difficultés qui ont engendré ces délais, difficultés techniques, vous l'avez compris, difficultés d'interprétation avec des variants qui sont parfois, vous savez, c'est les 4 mots terribles de la médecine, je ne sais pas, qui sont appelés de signification inconnue, tout en mettant les choses de manière dynamique, c'est-à-dire en disant aujourd'hui, on vous rend un résultat d'exome, de génome, de panel de gènes avec un variant de signification inconnue, mais on ne va pas vous laisser tomber ou vous arrêter là, on va continuer à travailler en faisant confiance à la recherche, à des nouveaux algorithmes d'interprétation et au fond à mettre les familles et les personnes atteintes dans une dynamique où le test de génétique n'est pas une fin en soi, mais elle participe à une histoire clinique dont il est un élément important pourvu qu'on l'explique. Voilà, pardonnez-moi un petit peu longuement, un long détour pour vous expliquer les délais et la raison d'être de ce dialogue singulier de la génétique au cours d'un test. J'insiste de nouveau, pardonnez-moi, dernier mot là-dessus, sur le fait que la nourriture de recherche, c'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui fait en test génétique dans un contexte diagnostique, est aussi à l'interface de la recherche. Que l'on réunisse des patients qui ont la même signature biologique ou que l'on réunisse des patients qui n'ont pas encore de signature biologique et qui ouvrent la porte à la recherche, parfois avec les mêmes méthodes. Et, Stanislas, alors c'est vrai que je pense que Stanislas a largement évoqué
les outils les plus couramment utilisés actuellement, que sont le séquençage haut débit, avec un peu les limites, notamment d'interprétation de cet outil. Mais il faut quand même bien comprendre que tous les tests ne sont pas positifs, j'allais dire, ne vont pas trouver un diagnostic. Donc j'aurais bien aimé que, si David le veut bien, nous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe quand il y a un test négatif, un test positif, et quand est-ce qu'on reconsulte en fait un généticien, et est-ce qu'il y a besoin de reconsulter un généticien. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc, en cas de test positif, c'est-à-dire qu'on a compris, on a identifié la cause des difficultés de la personne, c'est sa situation numéro un. Il y a une autre situation un peu particulière. Donc, oui, bien sûr, on va revoir le médecin qui a prescrit le test pour qu'il puisse y avoir des explications sur qu'est-ce que ça veut dire pour la personne, qu'est-ce que ça veut dire pour la famille, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne plus tard quand elle sera grande et qu'elle voudra avoir des enfants, et comment on peut accompagner la personne et ou la famille, parce qu'on peut avoir une variation génétique qui n'apparaît que chez la personne. On va parler d'accident génétique. Et puis, il y a une situation un peu particulière de diagnostic positif, c'est si on a utilisé un outil de génétique qui regarde tout l'ADN, là, on peut tomber sur une autre maladie qui n'était pas celle qui était recherchée initialement, pas la cause initiale. On va parler de données incidentes ou de données accidentelles. Et là, bien évidemment, on va à nouveau revoir si la personne a souhaité avoir ces données incidentes, ben, cette personne en consultation pour apporter des informations sur qu'est-ce que ça représente à nouveau pour la personne, pour sa famille, etc., etc. Alors, on a beaucoup parlé aussi des résultats négatifs. Le vrai terme qu'on utilise, c'est non contributif. Pourquoi? Parce que souvent, on s'imagine que si on regarde tout l'ADN, on sait tout. En réalité, on pense qu'on a 20 000 gènes environ, il n'y en a que un quart, 1 sur 4, donc 5 000, pour lesquels on sait à quoi ils servent. Ce qui veut dire que 3 gènes sur 4, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc avoir un résultat négatif, ça veut juste dire qu'on a regardé ce que l'on savait au moment où on a fait cet examen génétique, c'est-à-dire qu'on a regardé ces 5 000 gènes, et puis on s'est dit, bah, est-ce qu'on a une piste, un diagnostic sûr, une piste recherche, ou bah, parfois rien. Et à ce moment-là, il faut être en capacité de pouvoir se dire, on refera le point dans 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Donc, il faut définir avec la personne, la famille, quelle est la temporalité qu'on veut mettre en place pour pouvoir soit réinterpréter les examens génétiques qui ont déjà été faits, qui ont été stockés, gardés si la personne le souhaite, donc dans un ordinateur, on va juste relire bioinformatiquement les données, ou refaire un examen génétique. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on doit éventuellement refaire un examen génétique? J'aurais tendance à dire que tous les examens génétiques qui ont été faits avant 2020, c'est-à-dire avant l'accès au séquençage de génome en France, ça mériterait de se poser la question de s'il y a l'intérêt de refaire cet examen génétique pour essayer de mieux comprendre, mieux capter soit toute l'intégralité de l'ADN ou les connaissances que l'on a au moment où on fait cet examen génétique. Parce que toutes les semaines, on trouve 4 à 5 nouvelles maladies génétiques. Alors, tout confondu, hein, pas que dans tout ce qui est tête et cou, hein, c'est vraiment très large. Et bah, globalement, au bout d'1 an, on a plein de nouvelles maladies génétiques qui ont été identifiées. Et peut-être que ce qui était négatif à un temps T sera positif à un temps T plus 1, parce que dans l'intervalle, a été identifié dans le cadre de la recherche des nouvelles maladies génétiques et que on a l'information à ce moment-là qui était cachée et que l'on peut révéler avec une relecture ou un nouvel examen génétique. Merci pour toutes ces précisions. Donc, on voit bien l'intégration de la génétique et de la consultation de génétique dans le parcours de soins, ainsi que l'intérêt, quand il est non contributif, cet examen, à proposer de revenir, de reconsulter. Maintenant, j'aurais aimé que vous puissiez me préciser un petit peu les liens entre le diagnostic et la recherche, et peut-être en commençant par nous expliquer un petit peu quels sont les projets sur lesquels vous travaillez plus particulièrement, pour peut-être illustrer ce lien. Agnès, si tu veux débuter. Oui, alors bon, le fait d'identifier ces variants et de les mettre en rapport avec les signes cliniques, ça permet bon, de donner le diagnostic au patient, mais surtout de mieux comprendre et d'identifier ces maladies rares et en particulier de définir ce qu'on appelle des signatures diagnostiques, c'est-à-dire comment le clinicien, à partir de ce qu'il voit, peut orienter vers un diagnostic de maladie rare.
Et ces signatures diagnostiques, hein, qui sont à la fois les signes cliniques, mais appuyées par le diagnostic génétique, nous, par exemple, on les utilise pour aller vers la fabrication et la conception d'un expert virtuel d'aide au diagnostic qui sera disponible auprès des professionnels de santé et qui permettrait à cet outil d'identifier, au vu des signes cliniques, photo, radio, une signature diagnostique et peut-être pas de poser un diagnostic ou un pré-diagnostic, mais surtout d'orienter le patient, sa famille, plus rapidement vers le dispositif maladie rare et les centres de référence et de centres de compétences concernés. L'autre aspect, vous avez parlé des variants de signification inconnus. Donc, on en trouve à peu près, je dirais, 29-30% des cas présentent des variants de signification inconnus, soit dans des gènes connus, soit dans des éventuels nouveaux gènes. Et là, il est très important de retourner au laboratoire. Et moi, je travaille dans le cadre de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire d'Illkirch. Et on développe des modèles pour mieux comprendre ces maladies rares, et en particulier là des modèles organoïdes, des mini-dents, dans lesquels on fait entrer ce variant de signification inconnu pour essayer d'en faire sens et de voir s'il provoque les changements qui expliquent pourquoi il y a des anomalies dans la formation de l'émail ou de la dentine. Donc, plusieurs approches de validation fonctionnelle au laboratoire de ces résultats de génétique qui aident à mieux comprendre et à revenir vers le patient ensuite. David, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu d'épigénomique, ce terme un petit peu nouveau ou barbare au choix? Alors, je vais parler de deux choses et je vais essayer de compacter pour qu'on tienne dans le temps. La première, c'est comment on identifie ces nouvelles maladies génétiques, puisqu'on a dit qu'on en identifie 4 à 5 nouvelles par semaine. Ben, simplement, quand on regarde tout l'ADN, on a potentiellement des pistes recherche, c'est-à-dire une variation dans un gène qui n'est pas encore connu comme étant responsable de maladies humaines, mais qui potentiellement peut être un bon gène candidat. On a des solutions maintenant qui permettent d'accélérer un petit peu le processus pour trouver des nouvelles maladies, qui est de partager des données avec d'autres collègues à l'international. Ça fait partie des questions qu'on va vous poser quand vous venez voir un médecin qui vous prescrit un examen génétique, c'est est-ce que vous souhaitez qu'on aille plus loin dans le cadre de la recherche? Et ça fait partie de ces éléments-là. Et donc on peut être en contact assez facilement avec plein de chercheurs à l'étranger ou de médecins-chercheurs qui se pose la même question, est-ce que ce gène-là peut être responsable des différences chez la personne que l'on a reçue à la consultation? Et donc pour ça, on va développer un certain nombre d'outils. Et il y a un outil ou quelque chose dont vous avez entendu parler qui est l'épigénétique. Alors cette épigénétique, pendant très longtemps, on a dit que c'était lié essentiellement à l'environnement, c'est-à-dire que l'environnement module l'expression des gènes. Et il s'avère en réalité qu'on a un certain nombre de nos gènes dont leur fonction, c'est justement de moduler ces marques épigénétiques. Globalement, quand vous vous levez le matin, vous avez besoin de fabriquer des corticoïdes et pour ça, vous avez besoin d'avoir accès à l'information génétique des corticoïdes. Donc, on va ouvrir l'ADN grâce à des modifications épigénétiques. Et puis, quand vous allez vous coucher, bah, ces corticoïdes ont disparu, donc il a fallu refermer l'ADN. Vous allez ouvrir l'ADN pour avoir accès à l'information génétique de la mélatonine, et au matin, vous refermez la mélatonine, vous ouvrez les corticoïdes, etc., etc. Donc, on a plein de gènes qui contrôlent ces marques épigénétiques. C'est dans notre matériel génétique, c'est dans notre information. Donc, on peut regarder des maladies génétiques qui ont pour conséquence des anomalies épigénétiques. Et ça permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre organisme et de mieux faire la différence entre ce qui est lié à l'environnement. On connaît des médicaments qui peuvent modifier les marques épigénétiques, comme l'acide valproïque, la dépakine par exemple, mais ce qui est aussi lié à notre génétique, et on a des gènes qui vont faire à peu près la même chose, c'est-à-dire moduler des marques épigénétiques. Donc regarder cette épigénétique, c'est permettre d'avoir des clés de compréhension, de répartition entre ce qui est lié à l'environnement et ce qui est lié à la génétique. Merci. Et donc là, on voit bien le lien entre encore une fois, la clinique et la recherche, ainsi que ce qui est très important dans ce que disait David, que c'est des choses qu'on discute lors de la consultation, hein. C'est quelque chose qui est la recherche, elle est faite soit pour une aide au diagnostic, soit pour aller plus loin dans la compréhension. Mais c'est toujours quelque chose qui est fait en accord avec les personnes qu'on voit en consultation.
J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre sur le chat, comme ça on aura un petit moment pour les prendre tout à l'heure. Stanislas, est-ce que tu pourrais également nous montrer un autre regard, sans mauvais jeu de mots, sur la génétique et la relation génétique, photographie et image? Avec plaisir, Bénédicte. Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure par Agnès Bloch-Dupont. C'est l'idée que la génétique ne soit pas solitaire dans son exercice, on en a parlé plusieurs fois, ni de soins. On fait des tests dans le contexte de symptômes et on les rend dans le contexte de personnes, comme quelque chose de très médical, avec des objectifs de diagnostic, de recherche clinique, de thérapeutique parfois. Le temps est venu de ne pas le cacher, les intentions thérapeutiques. Ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis aussi les intentions de conseil génétique, bref, les questions que les familles et les patients se posent. La riposte en recherche commence déjà par ces tests, puisque dès lors que le test est le mot, David a eu raison tout à l'heure de distinguer négatif et non contributif, parce qu'un test qui n'a pas aujourd'hui à un moment donné contribué au diagnostic est un test très intéressant. Il est extrêmement positif pour la recherche, parce qu'au fond, c'est la première façon de remettre le dossier en mouvement vers la recherche en disant, mais pourquoi, avec ce degré de lecture, avec ces formules, ces algorithmes d'interprétation, n'a-t-on pas été capable de détecter quelque chose? Est-ce que c'est dans le génome non codant? Tu as évoqué les marques épigénétiques. Donc la recherche, au fond, commence immédiatement, de manière consubstantielle, par un test prétendu négatif à un moment donné de l'histoire. Le projet dont je vais vous dire un mot est un projet qui est très parallèle à celui que porte Agnès pour les aspects dentaires. Il s'appelle Faces for Kids, les visages des enfants. Faces, c'est l'acronyme d'un consortium pour le Face and Skull, tête et cou, tête et crâne, pour l'innovation dans la science des données. C'est l'idée justement de combiner les résultats de génétique avec des guillemets positifs, mais aussi avec des guillemets négatifs, avec d'autres données, notamment des données d'image, de photographie, mobilisées par intelligence artificielle, afin d'arriver à développer, par exemple, ce qu'on appelle des jumeaux numériques, c'est-à-dire des avatars, des portraits robots de différents syndromes de la filière TTQ. Le programme a été commencé avec des grands classiques, si je puis dire, qui ont été choisis à la fois parce qu'il y a des recrutements significatifs qui permettent de calibrer ces études d'intelligence artificielle, à la fois en génétique, en clinique et en image et en radio, en IRM, en reconstitution scanner 3D. Donc avoir cocher toutes ces cases pour différents syndromes. Et nous avons choisi 4 syndromes prototypes qui se manifestent, pas uniquement, mais souvent de manière très importante, voire complète, par des manifestations crânio-faciales. Et du plus homogène génétiquement, c'est-à-dire du plus signé, du plus caricaturé par un test génétique, les craniosténoses par les pathologies de la voie FGFR, où là, on a vraiment quelques mutations qui peuvent représenter beaucoup de patients, en allant vers les achondroplasies, hypochondroplasies dans leur manifestation crânio-faciale, les ostéogénèses imparfaites pour les anomalies de la voûte du crâne, où on a déjà plus de 20 gènes et beaucoup d'incertitudes, jusqu'aux fentes vélaires et du palais, ainsi qu'aux séquences de Pierre-Robin, où là, il y a énormément d'incertitudes et d'hétérogénéité. Donc, on a pris ces 4 prototypes pour essayer de représenter avec eux les 2250 syndromes d'expression crânio-faciale qui pourraient suivre ensuite grâce aux algorithmes développés, grâce à ces prototypes, à ces cas d'usage. Pourquoi ces cas d'usage? Parce que nous les connaissons bien, parce que nous avons suffisamment en France de patients, parce qu'il y a des filières, des centres de référence, notamment TTQ bien sûr, qui sont impliqués dans ces 4 domaines. Voilà le projet Faces for Kids. Merci beaucoup. Et puis aussi, on voit bien les limites, enfin la temporalité, j'allais dire, de la génétique. Peut-être aussi les limites des examens de génétique d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, de ce qu'on a maintenant.
Mais est-ce qu'on peut être rassurant aussi pour les gens, pour leur dire que ben, ça va vite, mais que tout ça, c'est quand même bien régulé, que les données ne sont pas utilisées de façon aléatoire. Enfin, j'aurais aimé qu'on rebondisse un petit peu sur ces limites dans la recherche, mais aussi sur la difficulté de pouvoir motiver les gens à faire cette recherche. Je ne sais pas qui veut aller en premier, peut-être Agnès ou David. Juste quelques remarques. Quand on propose justement d'aller vers ce diagnostic génétique, les patients sont toujours surpris du cadre légal et administratif qu'on met en place autour du test, puisqu'on va demander aux patients, aux parents d'apporter des consentements écrits. Alors, à la fois pour le recueil des données cliniques, hein, pour leur portage vers des bases de données, en particulier des bases de données spécifiques du domaine, pour éventuellement le portage. Nous, on travaille beaucoup sur la salive de ces échantillons salivaires vers une collection biologique, pour la possibilité d'utiliser leurs échantillons et à partir de ces échantillons de salive, d'aller explorer en utilisant le panel génodent les gènes impliqués dans les maladies rares à expression bucco-dentaire, et la possibilité de réutiliser les données pour développer notamment cet expert virtuel d'aide au diagnostic qui s'appelle Diagnodent. Donc c'est à la fois une compréhension de ce que leurs données sont et les données que nous recueillons sont extrêmement précieuses, et qu'il faut, pour pouvoir les utiliser, mettre tout un cadre de protection autour de ces données, hein, que ce soit à l'échelle française, mais nous proposons aussi aux patients de partager les données à l'échelle européenne, en particulier dans le cadre des ERN. Donc ça fait beaucoup de documents souvent à signer, hein. Mais je dois dire que les personnes concernées, les parents, font preuve d'une extrême générosité lorsqu'ils comprennent l'intérêt du partage, du recueil, du partage de ces données. Et c'est non seulement des données de consentement, mais pour interpréter lors des RCP clinico-biologiques les résultats de ces tests, il nous faut des photos, il nous faut des radios, il nous faut des données cliniques solides. Et donc ça, c'est très important que les patients et les familles aient accepté de les partager avec les personnes qui interprètent ces tests. Donc une grande générosité, une fois la compréhension du rôle du partage de ces données vers un meilleur diagnostic et une meilleure compréhension de ces maladies. David, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelques précisions ou... C'était très complet, hein. C'est sûr que ces examens génétiques sont très encadrés par la loi, mais l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'effectivement, on ne fasse pas n'importe quoi avec ces données. Ça reste des données qui peuvent être familiales. Alors, on dit qu'elles sont identifiantes, c'est probablement très compliqué à mettre en œuvre, hein, essayer d'identifier une personne à partir de données génétiques en France, parce que tout est assez protégé. C'est sûr que si vous êtes aux États-Unis, et que la moitié de votre famille a déjà donné votre ADN pour faire, enfin, donné son propre ADN pour pouvoir faire des tests génétiques direct to consumer, là, on aura beaucoup plus de facilité pour identifier les gens. Mais non, mais globalement, euh, euh, l'idée est qu'on ne fait pas n'importe quoi en France avec les données de génétique des personnes et des familles, et qu'il y a un cadre légal qui est fait pour s'assurer de cela. Merci. Stanislas, est-ce que tu souhaiterais rajouter encore quelque chose ou pas? Après, on a bien, hein, je pense on a bien essayé de faire comprendre aux gens que ces données étaient très sécurisées, que c'était très encadré. Après, il y a quand même cette notion de recherche en génétique qui est quand même sur une temporalité assez longue. C'est pour ça qu'on peut ressolliciter aussi les gens. Est-ce que tu peux un petit peu Oui, préciser euh, ces choses? merci Bénédicte. Je crois que c'est très important. On insistait tout à l'heure tous sur l'intrication parfois indistinguable entre soins et recherche en matière de génétique, puisque les mêmes approches, les mêmes méthodes, les mêmes techniques peuvent avoir un objectif diagnostique,
on l'a largement discuté, mais de facto aussi un objectif de recherche, même avec ce que m'on dit un résultat positif. Rapprocher ensemble des patients qui ont la mutation d'un même gène, mais essayer de comprendre pourquoi leur histoire clinique diffère par d'autres facteurs génétiques, appelés modificateurs par exemple, c'est une recherche. Et la séquence du génome qui a servi de diagnostic peut autant servir dans cette cohorte de patients. Je crois, très, très important de dire que dans les gradations temporelles de la recherche en génétique, ça commence par la relecture, la réanalyse des données existantes, que le résultat ait déjà permis un diagnostic avec sa signature biologique, et surtout quand il ne l'a pas encore permis. Il y a un deuxième ordre de temps de la recherche qui est la recherche physiopathologique. Le mot barbare veut dire essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. La clé d'entrée dans cette recherche, c'est le gène, en disant si c'est ce gène-là, cette mutation-là, cette forme d'anomalie d'expression de ce gène. Et déjà, vous voyez que derrière les mots peuvent se cacher des gènes qui marchent pas assez bien par mutation ou trop bien par mutation. Le panorama de la recherche n'est pas le même. Et là, on commence à entrer dans le temps long, parfois, d'essayer de recomposer au laboratoire un modèle parfois des cellules, peut-être des cellules, un modèle peut-être un animal qui va représenter la maladie et alors donner un instrument validé, notamment pour une compréhension, mais peut-être aussi parfois pour des tests thérapeutiques, des recherches de molécules qui permettent de corriger, d'interagir, de réparer. Le troisième ordre de la recherche est une recherche clinique qui va revenir vers le patient pour reconstituer des choses parfois qui peuvent paraître pas brillantes, mais qui sont extraordinairement importantes. L'histoire naturelle des pathologies. David disait tout à l'heure que chaque semaine, on découvre des nouveaux syndromes. Si on les découvre, c'est qu'on ne les connaît pas. Pardonnez-moi, c'est la palissade. Et si on ne les connaît pas, il faut les apprendre. Et qui nous les apprend? Les patients, vous. Et vous avez souvent été ou serez sollicité par des jeunes généticiens, des internes, des chefs de clinique qui font une étude sur ce gène qui vient d'être identifié dans telle anomalie et qui essayent de regrouper, au moins en France et très souvent en Europe, quelques patients qui vont donner l'interprétation de cette signature biologique en essayant d'habiller ce syndrome par une vérité clinique. Et puis enfin, une recherche thérapeutique, elle a été tout à l'heure évoquée par Agnès, je ne vais pas revenir dessus. Là, tous les coups sont permis, mais je crois que ce mot tous les coups sont permis est important parce qu'il vous donne à la fois un temps très long de thérapie dérivée de la génétique, etc., mais parfois un temps qui est paradoxalement beaucoup plus court qu'on ne peut le penser, le repositionnement d'une molécule. Alors il est vrai que le champ des malformations tête et cou n'est pas peut-être celui où les molécules sont le plus engagées. C'est clairement nos amis chirurgiens qui ont la main, et le mot est utilisé à dessein, mais donc les techniques chirurgicales, les appareillages sont aussi un domaine de recherche très important, et tout ça se nourrit de la connaissance intime des syndromes, des malformations et de leur signature biologique. Voilà en deux mots les temps variés de la recherche, en concluant sur le fait que cette recherche est très imprédictible. Et ce qui comme disait Lavoisier, on ne commande pas une découverte, on ne prédit pas une découverte, on est parfois à l'affût de la bonne opportunité, de la bonne remarque, du bon déclic. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose les familles et les patients comprennent très bien, pourvu qu'ils soient intégrés dans des centres de référence, des réseaux où on peut leur faire côtoyer des équipes de recherche, des webinars comme celui-là, ou toute autre méthode qui rend la recherche en génétique avec ses différents domaines perceptibles, accessibles et comment dirais-je, qui lui retire un côté sacré. On ne peut pas vous expliquer parce qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Non, non, on peut vous expliquer et on peut parfois vous expliquer pourquoi on ne comprend pas, mais qu'on va essayer de faire mieux. Merci bien. Je pense que ça résume beaucoup des 45 minutes qui viennent de passer avec peut-être un autre mot qui est le dynamisme, parce que dans cette temporalité, on voit le dynamisme à tous les niveaux, en fait, hein, que ce soit au niveau du patient, que ce soit au niveau du médecin ou que ce soit au niveau du chercheur. On va passer, si vous le voulez bien, à quelques questions qu'on a dans le chat.
Donc tout à l'heure, donc Sandrine Dogy, j'ai peut-être écorché le nom, mais on a évoqué tout à l'heure l'idée d'une faute d'orthographe. Donc elle nous demande quel est en fait le génome comment on a établi le génome de référence. Est-ce que David, tu peux expliquer? Alors oui, complètement. Alors la première des choses, c'est qu'on va chercher des différences dans ce génome, mais il n'y a pas un génome, il y a plusieurs génomes, et ça nous pose parfois des difficultés. Alors pourquoi je dis il n'y a pas un génome, mais plusieurs génomes? Parce que on a tous des variations dans notre ADN, et si on prend un génome d'une personne, il y a plusieurs millions de variations, et ces variations, elles peuvent être familiales, purement familiales, elles peuvent être liées à une région géographique du globe, et d'ailleurs les examens génétiques que l'on propose sur Internet, qu'on n'a pas le droit de faire en France, hein, mais qu'on propose sur Internet pour faire de la généalogie, on va tester ces variations génétiques qui correspondent à des regroupements de personnes d'une géographie particulière, d'Afrique, d'Europe ou ancêtres européens ou d'Asie, etc. Donc il n'y a pas un génome, il y en a plusieurs. Et parfois, on a une mauvaise connaissance des génomes de référence de certaines populations. Et ça, c'est un souci pour nous, parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances encore pour certaines régions du globe où finalement, bah, on a fait peu de génomes, peu d'examens génétiques, et on est un peu coincé pour répondre sur ces variants qui sont rares, qui sont différents, mais pour lesquels on n'est pas capable de dire s'ils sont responsables de maladies ou s'ils sont de signification incertaine. Merci. Une autre question de Monsieur Hervé Kempf, que je vais peut-être essayer de retraduire. L'idée est que on peut utiliser des panels de gènes, on peut utiliser différents outils, mais comment en fait, en concret, qui décide et comment c'est décidé de quel outil on utilise? Est-ce qu'on parle de panel? Est-ce qu'on parle de génome entier? Et comment, alors la deuxième question est comment accéder à ce type d'information qui veut répondre? David peut-être ou Agnès ou Stan? Je parle sur la première partie de la question pour dire, vous compléterez David et Agnès, hein, dire que ce qui préside à ce choix est extraordinairement, doit être, à mon sens, extraordinairement pragmatique. C'est pas forcément très intellectuel. C'est de dire avec quel test nous allons faire le plus vite et le mieux. Et accessoirement, parce que ce n'est pas mal élevé d'en parler, pour un coût qui est raisonnable. Je dis ça parce que quand on parle de séquences à bas prix, si on séquence tout le monde, nos politiques de santé publique ne pourront pas tenir. Donc il faut que je reviens sur ce truc, que la prescription soit bien maîtrisée et que l'indication soit bien maîtrisée. Alors être pragmatique, c'est dire qu'il y a un moment où un panel de gènes, qui est une très bonne méthode quand on maîtrise bien les gènes qui sont sélectionnés pour être sur le panel, quand on peut les séquencer avec ce qu'on appelle une profondeur importante, c'est-à-dire une capacité de lecture et de sérieux dans la lecture qui est très puissante, et quand le panel ne contient pas trop de gènes, alors le panel est probablement une première marche raisonnable. C'est très certainement le cas dans beaucoup de domaines des malformations crânio-faciales. Aujourd'hui, en revanche, la stratégie nationale s'oriente plutôt pour dire essayons pour les panels qui deviennent trop importants, trop grands, trop vastes, trop difficiles à mobiliser et trop chers, essayons d'unifier la stratégie. C'est ce qu'on appelle le plan France Médecine Génomique qui a mis en tête de la stratégie diagnostique, je ne parle pas de recherche, de faire le génome complet de l'individu avec ses parents, de la personne malade, avec ses parents, idéalement, et alors de faire une sorte de lecture virtuelle du panel, c'est-à-dire de dire je ne vais pas lire tout le génome, on vous a expliqué qu'on en était aujourd'hui incapable dans beaucoup de domaines, mais de lire ce qu'on a envie de lire. Et là, on peut ouvrir le parapluie, ouvrir plutôt plus exactement, ouvrir l'éclairage, la lumière sur un panel, mais virtuel. On regarde la centaine de gènes qu'on a sélectionnés ou les 200, et puis aller un petit peu plus loin sur 200 gènes, parfois sur tous les gènes, l'exome, voire aborder les séquences non codantes. Je viens de vous énumérer ce qu'on appelle les paliers de lecture du génome. Palier 1, je ne regarde que ce qui correspond aux symptômes du patient. Palier 2, oui, les mêmes gènes, mais avec leur région régulatrice. Palier 3, je vais regarder tous les gènes qui ont une fois été mentionnés en pathologie humaine, etc. etc. Ce n'est pas des paliers de qualité,
c'est l'ouverture du regard du génome. Donc voilà le dialogue qui se déroule entre un panel réel et un panel virtuel fait à travers un examen de génomique beaucoup plus vaste. Évidemment, les avantages de la deuxième option, c'est le côté robotisable, c'est la baisse collective des coûts, c'est l'augmentation des données de génomique pour l'ensemble des patients qui vont contribuer, et c'est aussi le fait, ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, par David, de pouvoir reconsulter le génome. Une fois que la fenêtre a été faite, disons, avec un palier 3, et qu'on revoit le patient un an plus tard, toujours cette dynamique de garder le contact avec les familles, on peut dire, je vais réinterpréter ou demander à nos spécialistes bioinformaticiens de réinterpréter avec un palier plus élevé. Une autre question du docteur Capril Sarah qui s'interroge en tant que médecin généraliste sur le mode d'adressage d'un patient vers un médecin généticien. Je vais essayer de répondre à cette question-là. C'est pas un adressage facile parce qu'on a des délais de consultation qui sont pas simples. Mais globalement, n'importe quel médecin peut adresser à la consultation génétique. Il faut juste pouvoir adresser avec un document pour qu'on sache l'intérêt de la consultation et pourquoi on l'a fait. Il commence à se déployer en France des outils de télé-expertise. Alors, ça dépend des régions, mais il y a pas mal de régions qui vont utiliser certains outils. Alors, je vais en citer un, je suis désolé, hein, j'ai pas d'action dedans, mais c'est celui qui est développé en Occitanie, c'est l'outil OmniDoc. Donc on peut prendre contact via cet outil pour pouvoir demander un préavis s'il y a besoin de faire des examens en amont ou pas, et si on est arrivé à la bonne cible ou pas. Encore une fois, il faut pas se dire si je veux prescrire un examen génétique, je dois adresser en génétique. Si on est dans une filière A, B, C, D, on va adresser aux médecins de la filière qui sont en capacité de pouvoir proposer cet examen génétique. Et le médecin généticien, il peut intervenir à ce moment-là, en amont ou en aval de la prescription de l'examen génétique. Mais il faut se méfier parce que les généticiens, on n'est pas très nombreux. On est 350 en activité en France, dont une partie est en activité en laboratoire. Et donc, ça risque de faire goulot d'étranglement. Donc, si on a besoin d'avoir accès à cet examen génétique, ça peut être prescrit par des médecins non généticien. Il faut juste effectivement que dans son entourage, on s'assure qu'on est bien un médecin généticien clinicien pour pouvoir accompagner les personnes. Et il n'y a pas de médecin généticien en libéral parce que ce n'est pas une activité rentable. Nos collègues médecins généralistes, internistes ou libéraux qui veulent adresser, ils peuvent aussi regarder sur les sites tout simples les centres de référence qui sont proches géographiquement, parce que le mot centre de référence recèle une petite mésentente. C'est pas le centre de Montpellier, Strasbourg, Lille, c'est un réseau de référence. Ça veut dire qu'il est piloté de Strasbourg, Montpellier, Lille, mais qu'il y a des centres de compétences sur tout le territoire. Et théoriquement, nos collègues généralistes, internistes ou médecins libéraux, médecins de famille peuvent trouver assez proche, le plus souvent dans le CHU de voisinage, un élément du réseau maladies rares concerné. Et oui, je voulais insister également sur ce maillage qui paraît important et qui permet quand même de faciliter l'adressage pour les surspécialisations comme notamment tête-cou. On va être obligé d'un petit peu de clore la session. Je reprends les deux questions. Une question suivante, c'était plus sur comment partager au mieux les infos, comment aider la recherche. Donc ça, c'est des choses enfin, on va essayer de vous répondre plus particulièrement pour cette pathologie qui est le syndrome de Kabuki, enfin, syndrome de Kabuki, où David Jovnier est d'ailleurs très impliqué. Alors, donc, Madame Roland Valéry, qui s'interroge sur la prise en charge financière pour le patient qui accepte d'effectuer ce test génétique. Alors, j'avoue de ne pas bien comprendre la question, si ce n'est qu'en France, en tout cas au jour d'aujourd'hui, Oui. quand on passe par un centre de référence ou un centre de compétences, l'examen de génétique est remboursé et après la recherche j'allais dire, est financée en fonction de ce qui est fait derrière. Ça n'interfère pas au niveau financier pour le patient. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais n'hésitez pas à faire préciser. Mais en tout cas, en termes de diagnostic puis de recherche secondaire, quand on passe par ces centres de référence et de compétences, la prise en charge financière est faite et le patient ne débourse pas d'argent. Est-ce que enfin, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse faire un petit mot de conclusion et on va commencer par Agnès, si c'est possible, et puis après par Stanislas et David.
Merci. Oui, alors je pense que dans le domaine des maladies rares à expression bucco-dentaire, la génétique, la médecine personnalisée a apporté des progrès immenses, puisque maintenant on reconnaît mieux ces maladies, on reconnaît mieux leur caractère syndromique, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire hein, pour avoir un examen clinique bien détaillé, bien structurant, qui regarde non seulement la cavité buccale, ou qui regarde la cavité buccale, mais qui aussi note les éléments associés, et que grâce à la recherche et au développement des outils et au développement du réseau ORAR, hein, au décours des progrès de la génétique, on a pu passer justement du test en recherche vers le diagnostic, à la préindication dans le cadre du plan France Médecine Génomique, et tout ceci toujours en collaboration et en bonne entente avec nos collègues généticiens et avec les chercheurs, mais aussi les associations de patients qui nous accompagnent tout le long de ce chemin. Mais je les en remercie. David? Merci beaucoup. Bah, tout simplement pour dire que pourquoi est-ce qu'on parle de génétique aujourd'hui? Tout simplement parce que nos outils ont beaucoup changé et de façon très très importante il y a quelques années. Et qu'on s'est rendu compte que, il y avait beaucoup d'explications d'origine génétique aux symptômes que l'on observait chez les personnes et que cette nouvelle connaissance, ça nous permet de stratifier, d'avoir des explications. Et au-delà des explications, et c'est probablement les progrès qui nous attendent devant nous, ça va être d'avoir des traitements de façon personnalisée par rapport à ces explications et peut-être dans quelques années avoir une vraie personnalisation de la prise en charge par le séquençage de génome, c'est-à-dire avoir des branches, des parties d'informations qui seront utiles tout au long de la vie pour les personnes, pas que pour expliquer pourquoi la personne est malade, mais plutôt en prévention de ces symptômes. Stanislas, un petit mot de conclusion? Merci beaucoup. Je le consacrerai à une espèce de pseudo-plafond de verre où vous êtes beaucoup à voir les résultats de l'élucidation diagnostique par des tests euh, sur des dossiers cliniques bien présentés. Je ne reviens pas sur une heure de webinaire. Qui aujourd'hui, dans le domaine des malformations crânio-faciales, a bondi énormément de peut-être 10% jusqu'à 30, 35, 40%. C'est considérable, mais y a-t-il un stop à ça? J'ai tendance à penser avec mes amis que non, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais que nous sommes en train de vivre une ère tout à fait exaltante où on peut aller sur des éléments écrits dans le génome, mais que nous n'avions pas lus jusqu'à présent, sur des interprétations de l'épigénétique et aussi sur quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, mais qui va peut-être enfin trouver une zone de vérité dans la clinique, qui est la combinatoire de variants génétiques à différentes positions du génome. Et ça, je suis très convaincu que, comme nous tous ici, que des approches mathématiques, d'intelligence artificielle vont vraiment nous permettre de, d'avancer considérablement dans ces domaines, repoussant les pourcentages que je vous ai indiqués. Merci bien. Pour conclure, on est presque dans les temps, à 3 minutes près, dites 33 docteurs. Je tenais au nom de la filière à vous remercier tous les trois, l'ensemble des gens qui ont pu organiser ce webinaire, et puis pour votre participation, pour les questions qui ont enrichi cet échange. Et je profite également pour vous confirmer que le replay sera bientôt disponible sur le site pardon, de la filière à l'adresse habituelle, ainsi que sur YouTube. Voilà. Bon après-midi à tous, bon appétit à ceux qui n'auraient pas mangé. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au Merci à revoir, tous. merci beaucoup. Merci. Au revoir.